Alors, bonsoir Marie-Aude Muraille. On Bonsoir est, Anthony et bonsoir à tout le monde. Voilà. on est ravis de vous avoir aujourd'hui, ce soir. Merci de nous avoir consacré ce temps. On va peut-être commencer par vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais ce qui est plutôt, à mon avis, une exception. Comment êtes-vous devenu écrivain, Marie-Aude Muraille? De famille, comme le savent peut-être les gens qui sont là. Donc, j'ai une sœur qui est écrivain, qui signe Moka, un frère qui est écrivain, j'ai un frère qui est compositeur de musique, j'ai une nièce qui est écrivain. Là, j'essaie de faire écrire ma fille. Donc, voilà, je prépare la relève, hein. Donc, voilà, on est tombé dedans quand on était petit, comme Oui, on dit. bah là, je suis déjà. Ah, là, c'est bizarre. Alors, il y a Christophe qui veut. On l'a coupé. On lui a coupé le sifflet à Christophe. C'est bon. Oh mon Dieu, c'est dur, c'est dur. Elena, mes écrits. Donc, donc justement, Mariotte, par rapport à cela, pourquoi vous êtes-vous, je sais que vous avez commencé par écrire pour des adultes, vos deux premiers romans sont pour des adultes, pourquoi avoir décidé de vous inscrire dans une lignée jeunesse? Alors, la vérité, tiens, tu vas me le passer, j'ai mon mari qui est par derrière. Voilà, ça, voilà, le petit cahier, voilà, que je montre régulièrement aux enfants, voilà, et qui va vous prouver que non, en fait, je suis pas, j'ai pas d'abord écrit pour les adultes, mais j'ai d'abord écrit pour les enfants, étant moi-même enfant, mais c'était publié aux éditions Chantecler, je ne sais pas si vous voyez. On Et voit donc très bien. voilà, ça c'est mes premiers écrits en fait, et c'est pour ma petite sœur. Donc, vous voyez, c'est le numéro 3. Voilà, j'ai perdu les autres. Et voilà, c'était un franc 50. Donc, en réalité, non, j'ai commencé en écrivant pour ma petite sœur. Donc, je me suis spontanément tournée vers un public enfant. Et puis, quand j'ai fait ma thèse, c'était aussi sur la littérature de jeunesse. Et je peux vous dire qu'à la Sorbonne, ils ont ouvert des grands yeux parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. Donc, mais on m'a laissé faire. Voilà. Et puis, j'ai effectivement écrit pour les adultes parce que j'avais 30 ans et que j'ai ressenti cette urgence de dire ce que j'étais en train de vivre. En fait, c'était un journal intime. C'est souvent comme ça que commencent les jeunes femmes, par quelque chose qui est très collé à leur propre vie, une espèce de sortie de soi. Et donc, ça a été le premier texte qui s'appelait Passage. Et bon, après, j'en ai écrit un deuxième qui était une espèce de, comment dire, de bilan de l'enfance et de l'adolescence. Ça s'appelait Voici Lou. Et puis là, j'ai eu l'impression que j'allais dans le mur parce que je me suis dit, mais est-ce que je vais être de ces écrivains qui doivent se faire mal, se pressurer pour arriver écrire pour les adultes précisément. Et j'ai pas eu envie de ça, en fait. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, non, je vais pas être de ces écrivains qui se disent, ah, chic, je divorce, ça va me faire un livre. Ah, chouette, ma mère a Alzheimer, j'en ai un deuxième. Putain, non, je veux pas ça, quoi. Et j'ai eu une chance, une deuxième chance, en fait. C'est que, voilà, il y a quelqu'un, une amie qui m'a dit, je connais quelqu'un à Pomme d'Api, Bayard. Voilà. Et est-ce que tu n'écrirais pas pour les enfants? En fait, j'avais déjà écrit pour les enfants. Voilà. Et donc, j'avais un petit garçon. Et je suis allée rechercher dans ma bibliothèque les livres pour les petits. Donc, là, c'était un peu niveau Mimi Cracra. Petit ours brun et tout ça. Moi, c'est pas mon public, en fait, hein. Et j'ai tenté ma chance à Pomme d'Api. C'est là qu'on m'a dit, ben non, en fait, ton humour, tout ça, c'est pour des un peu plus grand. Voilà. Ça n'a pas été du premier coup, mais je me suis ajustée en deux, trois coups, en fait, avec Bayard. Et puis, en fait, les enfants ont tout de suite répondu. Voilà. Il y a un retour avec les enfants. Et notamment, il y avait J'aime lire qui faisait un concours du meilleur J'aime lire. Et paf, c'est moi qui ai gagné. Donc voilà, ça a commencé comme ça. On s'est choisi très vite. Voilà. Vous Et puis, disiez, on a commencé à m'inviter dans les écoles après. Voilà. ouais, vous disiez que dans une interview précédente que pour faire un écrivain, il fallait qu'un enfant soit enfermé pour développer son pouvoir créatif. Peut-être de manière un petit peu provocatrice, mais est-ce que c'est pas ce qui s'est passé avec vous également? Avec moi, puis avec mes frères et sœurs, oui. L'autre jour, j'ai discuté avec ma cousine. On a grandi au Havre au départ, hein, et je disais à ma cousine, mais tu sais, j'ai aucune image de moi, aucune représentation de moi à la plage. Et ma cousine a éclaté de rire et elle m'a dit, ben non, vous sortiez jamais. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, mais voilà la représentation que les autres avaient de notre enfance. En fait, une enfance enfermée.
Et effectivement, on a grandi entre quatre murs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne pense pas qu'on ait été des enfants martyrs, hein. On avait des parents très occupés qui travaillaient à la maison. Des parents très amoureux, très, voilà. Je ne sais plus, c'est Stevenson qui dit que les enfants qui ont des parents amoureux sont toujours orphelins. Il y a quelque chose de ça. Et donc, eh bien, nous, on vivait entre nous, les quatre. Je crois que maman, en plus, ça m'ennuyait tellement de nous sortir. Vous savez, la fameuse sortie des enfants et tout ça l'embêtait, en fait. Et puis, elle savait que les enfants ont un imaginaire. Elle respectait le jeu d'yeux énormément. Donc, elle nous a laissé jouer ensemble beaucoup. Et effectivement, parfois, j'ai dit sous forme de boutade, si vous voulez, des écrivains, enfermez-les dans un placard. On a beaucoup joué dans les placards, précisément. On jouait dans une penderie, on était enfermés dans un cachot, il fallait qu'on se sauve, ou on était sous le lit, il fallait qu'on sorte d'un souterrain. En fait, on était entre les quatre murs et on les repoussait avec notre imaginaire. On sortait de Paris, parce qu'après on est arrivé à Paris, on sortait de Paris une fois l'an, quand les parents avaient leurs vacances, quoi. Et le reste du temps, c'était bitume et béton et imagination. J'aimerais vous poser une question, Mario, notamment sur la catégorisation de la littérature jeunesse. En réalité, je sais que certains adultes ne se dirigent pas forcément vers ce rayon-là, parce qu'ils considèrent peut-être que c'est encore peut-être trop enfantin. Vous avez révolutionné la littérature jeunesse clairement avec vos livres. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être arrêter de mettre des étiquettes sur certains livres? Est-ce que vos romans peuvent être destinés à tout le monde? Et justement, est-ce que vous avez une envie que cela se développe davantage? Moi, je parle de roman tout public, hein, de roman familial. Donc, effectivement, l'étiquette jeunesse, je l'ai d'abord revendiquée comme une espèce de fierté, un étendard. Je le disais, je suis écrivain et j'ajoute l'étendard jeunesse parce que je respecte ce public et c'est le public qui m'a choisi et que j'ai choisi. Donc, je n'avais aucune raison de le nier, ça. En plus, j'ai beaucoup écrit au départ pour les plus petits et c'est quand même une littérature très spécifique qui a des contraintes linguistiques notamment. Mais après, j'ai écrit pour les ados. Et c'est vrai que là, j'ai eu du mal à voir effectivement où était la frontière. Il me semble qu'il y en a quand même une qui a non pas des contraintes, mais des exigences particulières pour ce public. Mais après, effectivement, je me suis aperçue que mes lecteurs, notamment, ils grandissaient avec moi. Donc, je me suis retrouvée avec des lecteurs qui m'ont lu dans Le Hollandais sans peine et qui me lisent avec Sauveur et Fils, ou qui ont lu le livre que j'ai écrit récemment pour les adultes, En nous, beaucoup d'hommes respirent. En fait, maintenant, ils ont 30 ans, ils ont 35 ans, ils ont des enfants, ils reviennent voir avec leurs enfants. Donc, ça a fait aussi exploser pour moi les catégories. Je le vois bien dans les salons du livre. Je parle du temps où ça existait. Au début, je regardais beaucoup mes lecteurs comme ça, et maintenant, je m'attrape des torticolis, quoi. C'est vrai qu'ils ont beaucoup grandi. Donc, il y a de tout, en fait. Et je vois le plus gai pour moi, c'est de voir arriver des familles, bien évidemment. C'est pour ça que je dis que c'est des romans tout publics ou des romans familiaux. Delphine, tu as recoupé ton micro. Tu l'avais. Elle avait quelque chose à dire. Est-ce que Voilà, c'est c'est bon? bon. C'est bon. Bonjour, enchantée. Bonjour Delphine, voilà. Dans vos livres, on a l'impression qu'il n'y a pas de tabou et que vous n'infantilisez pas les enfants. Je pense que c'est aussi ce qui fait que ça leur plaît. Est-ce qu'il y a néanmoins des sujets sur lesquels vous n'osez pas écrire ou vous avez fait le choix de ne pas écrire? Il n'y a pas de choix pour le moment de ne pas écrire. Il y a juste, je sais que j'ai quelque part un dossier que j'ai fait sur un sujet que je n'ai pas utilisé, quoi. Donc, c'est sur la prostitution des jeunes mineurs. Et j'avais beaucoup réfléchi à ce personnage qui me plaisait beaucoup, de Don Cesare Deserto, qui est un prêtre du sud de l'Italie, qui mettait à l'abri des jeunes filles pour qu'elles puissent dénoncer leur proxénète et même se mettait en danger. Et il y avait de tout dans cette histoire-là. Mais à partir du moment où j'ai commencé à me plonger dans les témoignages, dans les documents, etc., j'ai commencé à couler, quoi. Et je me suis dit, bon, alors là, j'ai pas encore les épaules. Et puis surtout, j'ai pas trouvé de lumière. Voilà. Moi, je ne peux pas écrire si je ne peux pas espérer. Et là, je pouvais croire à Don Cesare del Deserto et à ce qu'il pouvait faire, mais le sujet c'était tellement déprimant, c'était tellement accablant pour moi, puis je le ressentais physiquement que moi, je me suis dit, en plus, moi, j'ai besoin de rire, enfin,
j'arrivais pas à trouver la porte de sortie. Voilà. Donc, ce sujet-là, il est là, il existe. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'auront traité, hein, mais moi, ça m'atteignait trop. Voilà. Bon. Autrement, je pense que la frontière s'est toujours repoussée au fur et à mesure que j'avançais. Je me suis dit, vraiment, vraiment, on peut tout dire, on peut tout leur dire. Voilà. Est-ce que c'est par rapport à l'évolution de l'adolescence? Un adolescent d'aujourd'hui n'est évidemment pas le même qu'un adolescent il y a 30 ans. Euh, Est-ce que justement, est-ce que vous vous êtes permis euh, de pouvoir tout dire à un adolescent aujourd'hui? Est-ce que ça c'eût été possible il y a quelques années? Ça dépend ce que vous appelez quelques années. Mais évidemment, si vous parlez, par exemple, de mon enfance, je leur dis souvent, je n'ai pas du tout eu votre enfance. J'en savais pas le quart du dixième. Hein. Je ne savais pas comment on fait l'amour et j'avais quasiment l'âge de le faire. Donc, c'est sûr qu'on manque un peu d'informations, d'ouverture sur le monde. Je leur dis parfois, je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est pire, je dis que c'était différent, c'est comme ça, on a grandi différemment, j'étais beaucoup plus protégée, j'étais aussi beaucoup plus con. Mais bon, voilà, c'est comme ça, moi c'était mon enfance, c'était pas la vôtre. Euh, alors, c'est sûr que quand je viens dans des classes, même chez les petits, hein, c'est incroyable, effectivement, tout ce qu'ils entendent. Alors après, qu'est-ce qu'ils en comprennent? Voilà, c'est quelque chose que je viens vérifier aussi. De temps en temps, il faut poser un peu des questions. Mais quand on leur pose des questions, on est surpris de la maturité des réponses. Je me suis amusée pendant un certain temps parce que j'avais des laryngites à répétition. Alors, je me disais, j'allais dans les classes et je me disais, j'allais plutôt les faire causer, hein, comme le professeur qui, dans ces cas-là, a une cartouche qui est de faire une interro écrite. Moi, j'en avais une autre qui était de leur demander par exemple, qu'est-ce que c'est que la famille, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que réussir, qu'est-ce que c'est. Je leur posais des questions et j'avais des réponses admirables, dont certaines se trouvent d'ailleurs dans Sauveur et Fils. Donc, ces personnages-là que je rencontre, que je croise, ils nourrissent énormément cette série. Eva? Bonsoir à tous et bonsoir Marie-Aude. Bonsoir Eva. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir. Je vous ai découvert quand j'étais enfant. Vous êtes une des autrices qui a le plus marqué ma jeunesse et qui m'a vraiment donné la passion de la lecture. Il y a eu Susie Morgenstern aussi, il y a eu Cynthia Voigt, mais vous avez vraiment une place très particulière dans mon cœur. Et donc, je vous ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune. Je vous ai retrouvé à l'âge adulte avec Sauveur et Fils. Donc, ça fait à peu près 25 ans que je vous lis. Et je pense comme plusieurs personnes qui sont là ce soir, je vous ai notamment découvert avec la série Nils Hazard. Nils Hazard, je pense qu'on était plusieurs à être un peu amoureuses de lui quand on était gamine. Et je voulais savoir, c'est vraiment la question de fan, est-ce que c'est une série qui pour vous est terminée ou est-ce que vous envisagez peut-être de lui donner une suite? Elle est très lointaine, hein, voilà. Je voulais grandir, je voulais vieillir en même temps que lui, puis je me suis aperçue que je vieillissais beaucoup plus vite. Voilà, donc bon, il restera un éternel cadre avec un cœur adolescent, ce qui lui permettait de vous rejoindre, vous, adolescentes, parce qu'il avait cette espèce de tropisme donc pour les plus jeunes. Alors, je les ai relus, hein, tous ces livres-là, parce qu'à chaque fois qu'on me demande de réimprimer des bouquins, je les reprends. Et donc, je sais que je les ai un peu rectifiés, un peu corrigés. Il n'était pas toujours exactement comme on pourrait l'accepter maintenant. C'est pas que je sois dans le politiquement correct, c'est juste que à cette époque-là, les machos, ça me plaisait bien. Puis juste maintenant, ils m'énervent. Donc, j'ai vieilli pour de vrai. Et j'ai grandi avec ma fille aussi. Et donc, certaines de ses réflexions, certaines de ses attitudes, je les ai légèrement retravaillées. Alors, bon, vous reconnaîtrez Nils avec son humour, avec son côté ado, etc. Il y a deux, trois choses que j'ai légèrement retravaillées. Mais je le fais sur tous mes bouquins, je retravaille constamment. Et parce que la société évolue, parce que je suis un auteur jeunesse, parce que je dois répondre de ce que j'écris en phase 2 et qu'eux, ils bougent. Donc, moi, je bouge. Surtout, je réfléchis. Je dis souvent que je fais mon examen de conscience très régulièrement, mais je demande aux autres de le faire aussi. Pour vous répondre, non, il y aura pas j'en ai écrit 7 et il n'y en aura pas 8. C'est un personnage que j'ai laissé derrière moi. Simplement, actuellement, je suis en train de reprendre le policier parce que j'aime beaucoup le roman policier. En fait, pour moi, c'est ce que disait Boileau Archejac, c'est une formidable machine à lire. Ça fait tourner les pages et c'est toujours ce que je cherche. En fait, c'est à vous attraper là et puis à vous obliger à me suivre. Et le roman policier, pour ça, c'est une bonne machine, même une machination.
Donc, voilà, je n'écrirai plus de Niels. Par contre, j'écrirai du policier. Là, j'ai fait une pause dans Sauveur et Fils, hein, pour revenir vers… parce que pour moi, c'est la reine des intrigues, l'intrigue policière. C'est la plus exigeante. Et de temps en temps, ben, j'ai besoin de vérifier que mes rouages fonctionnent toujours. Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire, que vous avez retravaillé les textes de Nils Hazard. Ça veut dire que si, par exemple, j'achète une édition plus récente, une édition de poche, par exemple, le texte ne serait pas exactement le même que dans mon édition médium que j'avais il y a longtemps. Voilà, la vôtre est tout à fait vintage et c'est très bien comme ça. Elle a existé comme ça. Alors, il y a… Vous le reverrez… Peut-être que vous n'allez pas le repérer, hein, c'est l'affaire d'une phrase ici, de quelque chose. Bon, voilà, c'est juste que parfois je ne suis pas à l'aise en me relisant, c'est tout. Et donc là, je suis en train de retravailler. Et d'ailleurs, je m'amuse, je le retravaille avec ma fille. Donc, elle a 26 ans. Et je lui demande de me relire parce que je veux un regard neuf. Et là, j'ai écrit un texte il y a 25 ans, donc elle avait 1 an. Un texte qui s'appelle Jésus comme un roman, donc la vie de Jésus, mais racontée comme une histoire policière, parce qu'il y a un cadavre qui disparaît, donc qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a un flashback. Et donc, c'est raconté du point de vue d'un des personnages, c'est-à-dire, je ne voulais pas prendre Jésus, moi, je ne suis pas Amélie Nothomb, donc j'ai pris Pierre. Et alors, j'ai dit à ma fille, relis-moi, et dis-moi ce qu'une jeune fille d'aujourd'hui peut ressentir à cette histoire. Elle m'a fait, alors c'est une fille de l'ENS, hein, une école normale supérieure, donc j'ai eu un recto verso. Bam. Mais j'ai retenu un truc important et ça m'a fait rire. Elle m'a dit, bon, la parité, c'est pas ça. Hein. Garçon-fille. Et pourtant, dans les évangiles, il y en a des filles. Alors, on a réfléchi, quel épisode pourrait donner un peu de place aux filles. Et donc là, je l'ai fait travailler. Je pense qu'on va arriver à peu près à la version qu'il faut. Donc, elle a rajouté un épisode à mon histoire. J'ai fait travailler. Alors là, vous voyez, ça, c'est on l'a appelé la V1. Donc, je ne sais pas si vous voyez que c'est quand même, voilà, tout ce qui est crayon gris, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ce sont mes corrections. Et voilà, la V2, ça s'arrange quand même. Voilà. Et nous en sommes à la V3, version 3. Et je ne sais pas ce que l'éditrice et le jésuite qui est derrière, parce qu'on a un peu une forme d'imprimature pour ça, je ne sais pas ce qu'ils vont en penser. Moi, je trouvais ça très rafraîchissant. Elle a choisi le passage avec les 2 sœurs dans les évangiles, qui s'appellent Marthe et Marie. Et c'était quelque chose qu'elle n'aimait pas du tout quand elle était gamine, parce que, en fait, Jésus arrive chez Marthe, et Marthe voit, il y a tous ces voyageurs qui arrivent avec Jésus, et elle se met à faire la tambouille, quoi. Elle remue les gamelons, elle fait la bouffe et tout. Et sa petite sœur, elle s'assoit au pied de Jésus, et elle écoute. Elle se met avec les mecs. Mais ça a plu à ma fille, évidemment. Ça, elle dit, bon, là, elle est très transgressive, cette gamine. C'est la plus jeune, et elle se met avec les disciples, elle se met avec les hommes. Et je lui dis, ouais, on peut même estimer que, par exemple, ils se disent, mais pour qui elle se prend, quoi. Et puis, il y a, ce qui est très drôle, il y a Marthe, la grande sœur, qui vient râler, qui dit, mais enfin, Jésus, tu ne peux pas lui dire de venir m'aider? Et il y a Jésus qui lui répond, écoute, Marthe, tu t'agites beaucoup pour beaucoup de choses, mais il y en a une chose qui est nécessaire. C'est Marie qui est là. Elle a la meilleure part et on ne lui enlèvera pas. Et on termine, nous, on a terminé le chapitre, ce que ne fait pas l'évangile, on fait un pas de plus et on fait la petite Marie qui fait signe à Marthe de venir s'asseoir et d'écouter. Et je trouve ça très frais, voilà, comme façon de voir les choses. Alors, peut-être que le jésuite va aller difficilement l'épisode, mais il me semble qu'il est en germe là, que ça ne va pas trop loin. Et donc, tout ça pour dire que mes livres, c'est pas vérité d'évangile. Mes livres, ils me représentent moi à un moment de ma vie. Et j'ai grandi, et j'ai vieilli, et j'ai appris. Et quand on veut les remettre sur le marché, puisque bon, mes éditeurs gardent mes livres au catalogue, ce qui est vraiment très plaisant pour moi, parce que j'ai des livres qui ont 25 ans d'âge, 30 même, et qui existent toujours. Mais quand ils veulent les remettre devant, je me dis, attention, je vais les relire d'abord. Et puis même maintenant, je fais un deuxième. Attention, vous allez demander à quelqu'un de jeune de relire. Donc, je ne suis pas aux ordres de qui que ce soit. Hein. J'ai juste besoin d'entendre le son d'aujourd'hui. Voilà. Et alors justement, je rebondis par rapport à ça.
le son d'aujourd'hui, la voix d'aujourd'hui, comment vous arrivez à la saisir à chaque fois, au bout de toutes ces années, à parler avec ces jeunes? Et comment vous arrivez à établir un dialogue? Comment vous arrivez à saisir tout ce qui se passe aujourd'hui dans la jeunesse et l'adolescence? D'abord, j'ai des informateurs, ça c'est sûr, des rabatteurs, donc des gens qui vont me dire écoute tel rappeur, regarde telle vidéo, machin, il y a un youtubeur, bon, voilà, donc j'ai une petite cellule de veille. Hein. Ouais. Puis je suis très très informée, très très. Tous les jours, je lis en entier 2 journaux, hein, donc voilà. Je regarde beaucoup la marche de la société. Et c'est très intéressant de voir comment un phénomène va grossir au fur et à mesure dans la presse. Elle apparaît au début. Bon, par exemple, ça peut être, que vous dire, le problème de l'obésité en France. Voilà. J'ai commencé à voir autour de moi des enfants qui devenaient, qui étaient obèses. Je me suis dit, mais il se passe quelque chose, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qui fait ça? Bon, j'étais pas sûre de moi. Puis j'ai commencé à voir ça dans des revues spécialisées qui disaient il y a peut-être un problème dans l'alimentation, etc. à l'heure actuelle. Et au bout d'un certain temps, c'est devenu un problème. C'est-à-dire que c'est passé après dans les pages intérieures, puis c'est arrivé en pleine page. C'est arrivé dans la presse régionale, ce qui est très, très symptomatique. Hein, quand quelque chose arrive jusqu'à la presse régionale, le jour où j'ai vu le titre, ça devait être dans la République du Centre, les jeunes malades du soda, ce qui était un titre choc, je me suis dit, ah, on tient vraiment un sujet. J'ai la petite Blandine dans Sauveur et Fils, qui est une gamine qui ne bouffe que du sucre. Hein. Elle est hyperactive, on veut la mettre sous médoc, et Sauveur se dit, mais si déjà elle arrêtait le sucre. Et donc, bon, bah, voilà, je regarde les phénomènes tels qu'ils avancent dans la société jusqu'à ce que ça devienne un phénomène de société. Voilà. Alors, parfois, j'ai eu l'impression de devancer ça, c'est-à-dire que comme j'ai des radars, comme je suis sur le terrain, beaucoup, dans les écoles, ce qu'on me prive en ce moment de faire, mais en France, à l'étranger, partout, dans toutes les régions, j'ai beaucoup d'infos, en fait. Je discute avec, non seulement avec les jeunes, mais avec ceux qui les encadrent, qui ont énormément d'informations aussi, et un regard très, très important pour moi sur cette jeunesse qui change. Et donc, bah, c'est avec tout ça, en fait, que je fais, l'information, le travail de terrain, les jeunes qui me renvoient sur telle ou telle chose, d'aller regarder ci ou ça. Ben, il faut être ouais, il y a une espèce de forme de vigilance, quoi, une espèce d'alerte. Alors, c'est professionnel, mais en même temps, c'est que ça m'intéresse, je veux dire. Je ne le fais pas contrainte et forcée, hein. C'est que ce monde-là m'intéresse. Donc, j'ai pas envie de décrocher mon wagon. Voilà. Pour le moment, je dis pas que je suis la loco, hein, c'est pas forcément moi qui mène le train, mais j'ai pas envie de décrocher mon wagon. Ça m'intéresse, ce qui se passe. Et justement, cette série, qui est votre quatrième série, si je ne m'abuse, Ouais. donc il y a 6 saisons, justement, pourquoi avoir voulu choisir ce sauveur, justement? Est-ce que il y a une petite part de vous dans ce sauveur-là? Est-ce que vous êtes à l'écoute des jeunes? Donc, est-ce que véritablement, comment est née cette série? Et pourquoi y avoir fait autant de tomes, au final? Qui c'est que vous... Parce qu'à chaque fois, les jeunes m'ont rapporté des sujets. Je veux dire, il a suffi que je reçoive des gens, enfin, ma nièce, pour être très précise, et puis une copine, une petite fille que je reçois depuis l'âge de 8 ans, elle en a 16 maintenant. Il a suffi que je les reçoive pendant des vacances, pendant 15 jours. Mais j'avais le tome 6. Je veux dire, je me dis, arrêtez de m'en fournir, quoi. C'est tout, quoi. Juste, il suffit de discuter comme ça, et c'est fou. J'ai les personnages, j'ai les situations, j'ai les dialogues, j'ai les thèmes, j'ai tout, quoi. Donc, bah, je pourrais arrêter, mais je peux continuer. Je veux dire, c'est un peu stopper encore. Hein. Il suffit d'être à l'écoute et effectivement, les personnages, pop, ils sortent. Donc, alors oui, Sauveur, est-ce que c'est moi? C'est quelqu'un qui écoute, certainement. C'est quelqu'un qui... ma fille m'a fait rire l'autre jour. Elle a un copain qui dit toujours, il n'est pas dans le jugement. Elle n'est pas dans le jugement. J'adore cette phrase, je vais la ressortir. Elle est pas Sauveur, il n'est pas dans le jugement. Voilà. On parlait de Jésus tout à l'heure. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est lui qui n'était pas dans le jugement. Donc, on en a fait tout à fait autre chose, hein, on est OK. Mais voilà, ne pas être dans le jugement, ça c'est sauveur. Et être dans l'écoute. Voilà. C'est difficile en réalité. Et puis, bon, sauveur, c'est aussi quelqu'un qui essaie de sauver les autres parce qu'il ne peut pas grand-chose pour lui. Hein, et en ça, je me reconnais un peu aussi. Voilà.
Ça s'appelle le syndrome du sauveur, c'est répertorié en psychologie. Donc, c'est les gens qui, effectivement, c'est les médecins, c'est les infirmières, c'est les psys, c'est beaucoup de gens, en fait, qui préfèrent sauver les autres, quand ils font bien leur taf, bien sûr, hein, quand ils sont vraiment charismatiques, parce que peut-être ils n'envisagent pas de se sauver eux-mêmes. Enzo. Alors, c'est pas Enzo hein, à qui je m'adresse, mais c'est le nom qui est marqué. C'est une femme qui va D'accord. intervenir. Et on ne t'entend pas, on t'entend pas, il faut allumer le micro. Il faut cliquer sur le petit microphone. Et ouais. Tout en bas à gauche. Voilà, Voilà. super. Bonjour. Bonjour à tous. Enzo, c'est ça? Non, alors c'est Voilà. pas Enzo, c'est Pas Enzo. Mathilde. Mathilde, ok. J'ai pris le pseudo de mon fils qui fait des zooms régulièrement. C'est Mathilde de Maths ce livre. Voilà. Ok, bonjour. Alors, enchantée, je suis super émue de vous rencontrer, sincèrement. J'espère que mes mots vont pouvoir sortir aisément parce que je suis très émue. Je vous ai rencontré, moi, par Sauveur. Ça va faire 2 ans, donc c'est tout récent. Ouais. Grâce à ma cousine qui travaille dans une médiathèque où on devait vous accueillir, je crois, au mois d'avril, pendant le confinement. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que dans ma famille, on vous lit de 10 ans jusqu'à 87 ans parce que ma grand-mère est fan de Sauveur. Voilà. Alors, pour être honnête, je ne serais pas allée vers vos livres à cause des couvertures. Et ça aurait été une erreur, mais monumentale. Monumentale, parce que je crois que vous êtes l'autrice, vous êtes mon autrice doudou, dans le sens que quand je me sens pas bien, quand je me sens envahie par tout un tas de choses, il me faut un sauveur, il faut ma dose, il faut que j'ai mon psy. Il me faut un sauveur, oui. Il me faut, voilà, je suis infirmière aussi, donc ça fait beaucoup écho ce que vous avez dit au préalable. J'ai une question. Est-ce que j'ai trouvé que Sauveur avait toujours des réponses très adaptées en matière de psycho. Je ne sais pas s'il s'inscrit sur un courant humaniste. Je ne trouve pas trop de psychanalyse. Je trouve pas... Mais du coup, je trouve qu'il est c'est assez intéressant. Et je voulais savoir si vous faites lire en fait ces réponses ou si vous faites aider par des psychologues ou des psychiatres. Parce que vraiment, j'ai trouvé, pour avoir assisté à de nombreux entretiens psy, que c'était vraiment... les réponses sont réellement très adaptées, j'ai trouvé. Ok. Bon, d'abord, je me suis soignée, j'aurais encore besoin d'ailleurs, mais donc la psy, je connais. Voilà, je connais psychologue, psychiatre, ça c'est bien. Et puis on a des amis psy aussi, hein, donc j'ai pu discuter de certains sujets avec eux. Hein. Quand j'ai travaillé le personnage d'Ella Elliott, j'ai voulu savoir quel était le point de vue du psy sur le côté transgenre, etc. Donc voilà, je discute avec eux. Puis alors, je me suis avalée, mais des livres et des livres et des livres de psy, mais pas pour écrire Sauveur, mais juste parce que moi, si je dois faire pousser un géranium, il me faut tous les livres sur la botanique, et si j'ai un enfant, il me faut tous les livres sur les enfants. Donc, je me suis tout tapé depuis le début qu'ils sont nés. Donc, l'autre jour, à la BNF, j'avais un colloque comme ça, Zoom, avec des tas de psy, j'étais chez moi, quoi. Piaget, Dorito, machin, mais c'est ma patrie. Et je dis souvent, et mes enfants ne sont même pas devenus fous, donc quand même, ils ont échappé à des choses, là. Mais bon, voilà, puisque je vous ai en face et que je vous ai dans les yeux, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est le prochain livre, hein, il va s'appeler comme ça, Angie. Et là, il y a une kyrielle de noms, de très jolis noms féminins, que je vais vous dire. Agathe, Bénédicte, Georgia, Christelle, Gaëlle, Nathalie, Sandra. De tout notre cœur, reconnaissant. Ce sont des infirmières. Ce sont les infirmières qui soignent mon frère. Elles sont là tous les soirs et parfois la nuit. Il est hospitalisé à domicile. Hein. Et je ne veux pas le cacher, ça. Je veux que ça se sache. Je veux qu'on sache ce que vous faites pour nous.
Les applaudissements aux fenêtres, ça ne suffit pas. Notre prochaine héroïne, entre autres, dans ce livre, au quotidien, c'est une héroïne, c'est une infirmière. Elle s'appelle Emma. Et nous l'aimons. Voilà, alors, c'est... Voilà, merci Marie-Aude, ça va être très dur de rebondir après ça, mais c'était nécessaire de le dire, je pense, et ça Oui, se parce voit que ça... j'avais cette personne très belle en face de moi, avec ses yeux très vivants. Elle me dit qu'elle est infirmière, je peux vous dire que tac, j'avais quelque chose à lui dire. Voilà, juste. Alors, il faut savoir que c'est même sa première rencontre en plus, donc c'est un baptême du feu, et la rencontre s'est bien faite, c'est un beau destin. Oui, Voilà. je suis super émue. Merci. On va peut-être parler du tome 6 en détail, Mario. Ce sont de nouvelles thématiques. Est-ce qu'on pourrait pitcher le livre pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu? Bah, c'est une série, hein. En même temps, pitcher, c'est compliqué, hein. Je fais grandir tous les personnages, puisque en fait, il y en a qu'on a découvert en saison 1, on les retrouve en saison 6, donc ils ont, comme elle a 12 ans, et puis là, elle va en avoir 16 ou 17, je ne sais plus. Donc, c'est quand même tout un chemin. Chaque sauveur, donc, on est dans l'agenda d'un psy, voilà, tout simplement, le lundi, le mardi, le mercredi, et tantôt, on a une personne qui a un problème de TOC, tantôt on va avoir une jeune fille qui est phobique scolaire, tantôt, etc. Mais parfois, ça peut être un couple, ça peut être une famille, tout ce qui se retrouve dans le cabinet du psychologue de quartier. Voilà. Donc, il traite le tout venant et assez peu les véritables maladies psy. Alors, de temps en temps, il va en croiser une, un peu par hasard, et c'est le cas dans la dernière saison, où il va se retrouver avec ce qu'il va appeler une entendeuse de voix, ce que d'autres étiquetteront schizophrène. Mais lui, ce qui lui importe, c'est non pas les étiquettes, puisqu'il dit que c'est bon seulement pour les pots de confiture, mais ce qui lui importe, c'est d'entendre les voix, en fait. Voilà. Et que les voix que cette jeune fille et cette jeune femme entendent, eh bien, elles viennent avec elle, donc, et s'expriment. Donc, chacune des thérapies qu'on va suivre, et surtout celles qui sont au long cours, comme ça, permettent de découvrir non seulement un secret, mais que chaque secret cache un secret, cache un secret. Et qu'on n'a jamais fini, en fait, de s'ouvrir comme ça et de se découvrir. Et ça, je voulais en faire la démonstration sur 3 ou 4 ans pour certains personnages. On se dit parfois, ah bah oui, c'était ça son problème. Puis finalement, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est qu'elle est vivante et qu'elle va continuer d'évoluer. Voilà. Donc ça, je veux qu'on le sente et je veux qu'au fur et à mesure de l'histoire, ce qu'on comprenne, c'est la complexité d'un être humain. Ça, ces extraordinaires contradictions, ces ambivalences, on est dans un monde qui est très réducteur, qui est très blanc-noir, qui est très binaire en fait. Et je voudrais que dès le plus jeune âge, les enfants, les adolescents comprennent cette complexité du cœur humain. C'est pas quelque chose de prise de tête, c'est juste qu'on n'en a jamais fini avec soi, qu'on va évoluer tout au long de sa vie et qu'on peut être, je le crois, une chose et son contraire. Et il explique dans la saison 6 à une jeune fille qui se demande si elle peut à la fois détester ses parents et avoir terriblement peur qu'ils meurent. Et bon, il lui dit, bah oui, on peut aimer une rose pour son parfum, la détester pour ses épines. Et ça sera quand même une rose. Donc voilà, c'est important notamment de reconnaître ça en soi, l'ambivalence de nos sentiments. Quand on est une mère de famille, avec un bébé, par exemple, on peut parfois ne plus pouvoir, ne plus le supporter, se poser la question du pourquoi on l'a fait naître. Et puis la seconde d'après, mais on s'ouvrirait le ventre pour lui, on le sait très bien. Je veux dire, on est tout ça. Donc, il ne faut pas essayer de se simplifier, ni simplifier sa vie, ni simplifier ce qu'on est. Il faut accepter que nous soyons des gens complexes, ambivalents, imprévisibles, capables de tout, du meilleur et du pire. Il faut vraiment l'accepter en soi. Et
Moi, je suis fatiguée des gens qui donnent des leçons. Il y en a beaucoup sur Internet. Je suis fatiguée des chevaliers blancs, je les appelle comme ça. Regardez-vous. C'est pour ça que quand je fais mon examen de conscience, et tout le temps sur mes textes, sur moi, et je reconnais des erreurs et je me dis je vais corriger ça. Mais je demande aux autres, vous en tant que lecteur, hein, faites aussi votre examen. Avant de porter ces jugements à l'emporte-pièce là, sur ce que vous lisez, sur ce que sont les autres, sur ce qu'ils viennent de dire, interrogez-vous un tout petit peu, prenez un tout petit temps de recul. Interrogez-vous un peu sur vous. Voilà, faites votre examen de conscience. Donc, voilà. Moi, c'est en permanence. Hein. Là, j'ai encore rayé des choses, même dans ce texte que je suis en train d'écrire, enfin, Angie qui va sortir, là, je demande à être relue et relue et relue, et bon, bah, de temps en temps, on pointe un truc, on me dit, mais ça, tu crois, t'es sûr? J'y réfléchis, honnêtement, même si ça blesse, et je me dis, non, j'ai eu tort, bah, j'enlève. Simplement, il faut aussi admettre que bah, je vais laisser passer des scories parce que je suis humaine. Voilà. Comme disait la comtesse de Ségur, étant homme, voilà, au sens là, je suis faillible. Donc, effectivement, dans mes livres, dans ma vie, dans mes propos, vous allez trouver des choses critiquables, des choses amendables, mais des choses parfois qui sont là, qui sont imprimées. Je le reconnais d'avance, je veux dire, nous sommes faillibles, auteurs, ok? Mais toi, lecteur, alors c'est pour ça que je demande que vous ayez un peu d'honnêteté tous, et de modestie dans vos jugements, réfléchissez un petit peu avant de... Oui, vous êtes dans le jugement beaucoup. Alors parfois, voilà, ça peut faire mal. Donc voilà, je pense à un ami actuellement qui s'est fait dézinguer sur Internet. Bon voilà, c'est tellement facile, c'est tellement facile. Tout est critiquable en fait. Je ne sais plus qui avait dit cherchez le ridicule en toutes choses et vous le trouverez. C'est facile. Cherchez la critique en toutes choses, vous la trouverez. N'importe quelle personne, n'importe quel monde. Voilà. Mais une fois qu'on l'a dit, il faut le faire. Il faut être honnête et dire ben, on est pareil, on est de la même pâte humaine, on est fait pareil, on est faillible, on est. Voilà. Donc, soyons moins dans le jugement, alors, pour reprendre la phrase de ce garçon qui est bien. Christophe? Bonjour. Bonjour. Christophe. Oui, je suis très, très émue parce que je vous lis depuis très longtemps, depuis que j'ai 8 ans. Et là, j'en ai 14, donc ça fait un petit bout de temps. Et je suis très, très fan de vous. Ok. Oui. Alors, Christophe. Mais sauf qu'on ne vous voit pas, on verra que votre nom, c'est ça? Oui, parce que bon, je suis encore Mineure. mineure, donc mes parents ne sont pas trop d'accord. D'accord, d'accord. Et je voulais vous remercier déjà parce que c'est vous qui m'avez donné envie de lire d'abord et d'écrire surtout. Super. Et l'écriture, c'est très important pour moi parce que c'est ma passion. Et je voulais vous demander comment vous faites quand vous écrivez, si vous prévoyez par exemple vos chapitres très à l'avance, si vous faites un plan détaillé ou si vous écrivez plutôt comme ça vous vient. Alors, je ne sais pas comment tu fais, toi. Oh bah, moi, je n'ai pas vraiment de technique, je suis un peu à l'arrache. À l'arrache, ok. Bah, j'ai un peu commencé comme ça, hein, faut être honnête. Hein. D'ailleurs, j'ai commencé par de ces romans qu'on appelle tranches de vie. Alors après, le lundi, il y a le mardi, après le mardi, il y a le mercredi, tu vois, c'est pas très compliqué. Une femme est enceinte, après elle accouche. Donc, voilà, c'est pas à l'arrache, mais c'est comme les choses viennent, quoi. Donc, j'ai un peu commencé la série de Babysitter Blues, tout ça, c'était un peu, je dirais pas à l'arrache, mais voilà, ça venait assez comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne retravaille pas, ça, Christophe, hein, mais il n'y a pas besoin d'une grosse construction. Et au bout d'un certain nombre de livres que j'ai fait comme ça, j'en ai sorti un et il y a eu un journaliste. Alors, on a le droit de critiquer et il a critiqué et il a bien fait. À propos de ce livre, il a dit ouais, c'est sympa, mais c'est ni fait ni à faire, un peu comme ma grand-mère. Et donc, Aurélie, ma grand-mère, donc
en gros, il critiquait qu'il n'y avait pas d'intrigue et qu'effectivement, Christophe, je l'avais un peu fait à l'arrache. Et donc, ça fait mal, hein, bien sûr, toute critique. Mais après, bon, après Mehdi, c'est un sale con, je me suis dit, toujours le même truc, réfléchis, voilà, regarde bien. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'effectivement, il va falloir que j'apprenne à construire. Et ça, c'est dans un deuxième temps, en fait. C'est pour ça que je dis que je tiens beaucoup au roman policier, parce que je me suis dit, si je veux apprendre à construire, il faut que j'aille vers l'intrigue la plus difficile, et c'est la policière. Et c'est comme ça qu'est venue la série des Nils. Je me suis dit, là, je vais apprendre quelque chose de costaud. Je ne sais pas si j'ai réussi du premier coup. Le Dinky Rouge 100, par exemple, il est fait de plusieurs nouvelles policières reliées par un fil rouge. Peut-être parce que je n'ai pas réussi du premier coup à faire une intrigue policière d'un seul tenant. Et puis, il y en a eu d'autres qui sont venus au fur et à mesure. Donc voilà, on apprend son métier petit à petit. L'intrigue policière est en principe celle qui t'oblige à savoir où tu vas. En principe, tu dois savoir qui a tué, pourquoi, comment, etc. C'est plus ou moins vrai. Actuellement, là, je suis en train d'écrire avec mon frère du policier. On a fait une première comédie policière qui va sortir en février et on est en train d'en écrire une deuxième. Le premier des suspens, c'est que je ne sais pas si mon frère peut écrire. Donc, en fait, tous les jours, on se téléphone. Là, aujourd'hui, c'est son heure et ça ne sera pas son heure. Voilà, je l'ai prévenu hier. Voilà, je ne savais pas si on irait au bout du premier. Voilà, on est arrivé. Mais je le dis crûment parce que je suis très fière de mon frère. Voilà. Et là, on est à la page 120. Donc, on a devant nous au minimum 100 pages, voilà, à écrire. Et je ne sais pas. Voilà. En fait, je ne sais pas deux choses. Je ne sais pas le chapitre suivant et je ne sais pas si mon frère va écrire. Voilà. Et pourtant, je pense que si vous lisez le premier, quand vous lirez, je pense que vous comprendrez que c'est très, très construit. Et pourtant, là, voilà, j'ai écrit au jour le jour. Hein, voilà, ça, c'est ce que j'ai écrit cet après-midi. En fait, c'est le chapitre suivant. Mais c'est l'intrigue seulement du chapitre suivant. Parce que, en fait, je sais que mon frère, il va me dire, dans l'après-midi, il va me dire, oui, mais cette nuit, j'écris quoi? Parce qu'en fait, il ne dort pas la nuit. Et donc, je dois lui fournir la trame de sa nuit. Et on écrit le roman comme ça. Et 2-3 jours plus tard, il va me renvoyer ce qu'il a écrit sur ma trame. Et je vais retravailler sur ce qu'il a écrit, parce qu'il n'écrit pas, en fait, il dicte, puisqu'il est paralysé. Donc, il dicte avec un appareil vocal, là, et je reçois ça. Et donc, je vais ajuster, je vais retravailler, et surtout, je prévois la trame de la nuit suivante. Et en même temps, je lui dis, cette nuit, si tu ne dors pas, je te pose les questions. Donc, comment est-ce qu'il a tué Olga, à quel endroit, etc. Donc, tu vas y penser cette nuit. Moi, ça me hante. En fait, quand on écrit de cette façon-là, Christophe, on y pense jour et nuit. Il faut savoir à quoi on s'engage quand on écrit. Ça peut être une passion. Le mot passion, c'est quelque chose de très fort. Et donc, actuellement, nous vivons une passion, voilà, dans tous les sens du terme. Et je n'ai jamais su, comme aujourd'hui, à quel point écrire, c'est vital. C'est la nuit prochaine. N'est-ce pas, Christophe? Oui. Alors, le jour où tu t'engageras complètement en écriture, voilà, tu le sauras. D'accord, merci beaucoup. Donc, Mariotte, vous êtes aussi donc éditrice. On vient de le comprendre à présent. Alors là, c'est mon dilemme en ce moment. Je me dis, mais purée, quand est-ce que je vais écrire? Alors, au début, qu'on écrivait comme ça, Loris et moi, c'était un chapitre. Donc, avec nous comme ça. Et puis, au fur et à mesure, il a tellement besoin d'écrire, en fait. Il a tellement peur du vide que je suis obligée de lui fournir beaucoup plus de trames, ce qui fait qu'il me reste pratiquement plus pour moi. Donc, voilà, c'est quelque chose qui a basculé ces derniers temps, en fait. Et donc, je lui fournis de quoi écrire. Alors, il a une manière très particulière d'écrire. Il me dit, si tu me voyais, tu serais épouvanté. Il écrit la nuit et en même temps, il regarde du football américain. Donc, il a toujours un écran avec une émission sportive. C'est un fan de sport depuis toujours. Et là, en ce moment, c'est le foot américain.
Et donc, il me dit qu'il dicte quelques phrases et il me dit si je bug, si j'arrête, je regarde le foot américain. Et au fur et à mesure, les phrases suivantes viennent et il se remet à écrire. Donc, c'est comme ça qu'il écrit actuellement sur un fond d'écran de foot américain. Et puis alors moi, je vais recevoir ça. Bon, des fois, ça part de chez lui vers 3 heures du matin et moi, je vais recevoir ça donc, le lendemain. Et donc, en fait, il y a beaucoup de retravail. Hein. Il faut réajuster, il faut resserrer parce qu'il dicte. Hein. Donc, il y a des scènes entières qui sont impeccables. Puis d'autres, il faut que je retravaille. Donc, effectivement, je fais un travail de correctrice, d'éditrice, de scénariste. Alors là, j'ai eu ma fille, mais je me suis dit, mais putain, mais je fais la même chose là. Parce qu'en fait, je lui ai demandé, elle m'a dit, bon, voilà ce qui manque dans ton texte, cet épisode. Je lui ai dit, écris-le. Je viens de lui faire retravailler 3 fois. Et en fait, je me suis dit, mais je suis en train de faire la même chose là. Et sur mon bureau, j'ai 2 manuscrits d'autres personnes qui m'ont envoyé en me demandant là. Et je vais arrêter ça. Parce qu'effectivement, ce n'est pas mon métier, hein, pas entièrement. Et vous ne pourrez pas arriver à une frustration au bout d'un moment de ne plus être celle qui écrit. Alors, pour le moment, je suis celle qui fournit l'écriture et qui réécrit. Voilà. Et il y a une phase qui m'a échappé. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça fait 10 mois que ça dure. Hein. Je ne sais pas combien de temps. Voilà, on va vivre comme ça, mon frère et moi. Mais en fait, bon, le grand plaisir de l'écriture, c'est de vivre avec ces personnages. C'est de se raconter les scènes dans la tête. C'est avant de les écrire même. Ça, j'ai de plus en plus de mal, puisqu'en fait, je lui fournis la possibilité de fantasmer pendant la nuit avec nos personnages. Donc, c'est très curieux, en fait. Et on discute ensemble de nos personnages comme si c'était des gens qu'on connaissait, quoi, entre nous, quoi, notre famille. On s'est fait une petite famille. Et on se dit, oui, alors là, elle va dire ci, il va réagir comme ça. Et je crois que mon frère est rarement autant entré dans des psychologies de personnages que maintenant. De même que lui, il m'a entraîné sur des territoires où je ne serais pas allée. Des histoires, c'est dans le milieu des dockers, de la brigade des stupes, tout ça. Il m'a fait mettre les pieds dans des endroits où, a priori, actuellement, je ne serais pas allée. Je ne serais pas allée, clairement. Et moi, je l'ai entraîné à vivre avec des personnages. Voilà. Donc, chacun apporte quelque chose. Hein, c'est beaucoup du donnant-donnant. Hein. Avec voilà, cette surprise que j'ai actuellement, que je donne à écrire et que j'ai besoin d'écrire. Voilà, mais il n'y a que 24 heures dans une journée, en fait. C'est ahurissant, quoi. Ça passe tellement, tellement vite. Quand je lui ai fourni son matériau pour la nuit, que j'ai repris ce qu'il avait écrit pour le remettre dans, et que je vous ai là en face, que vous allez me prendre encore 1 heure de vie, et qu'il faut faire à manger, et que j'ai mes gamins par Skype. Mais putain, il n'y a que 24 heures, et on est déjà samedi, tu vois, tu te dis, mais c'est toujours samedi ou quoi? Et voilà, les Alors là, on journées, est dimanche, hein? Je sais, mais je ne sais plus, en fait. Je ne sais même pas. Je veux dire, ça fait 8 mois, 9 mois, je ne sais pas, lundi, mardi, mercredi. De toute façon, on est confinés. Hein, bon. D'ailleurs, on a commencé confinés. On était chacun confinés dans une maison. Voilà, on a commencé au téléphone comme ça, chacun confiné dans sa maison, à chacun à bout de la France. Donc, voilà, et c'est ahurissant, en fait. Il y a quelque chose qui va très, très vite, c'est cette histoire. J'ai jamais écrit aussi vite, parce qu'on écrit à 2, bien évidemment. Alors, j'ai à peine le temps de me retourner qu'il y a déjà un chapitre. Donc, on a écrit le premier livre. Mais je dis à mon frère, mais une personne en bonne santé, elle n'écrit pas à ta vitesse. Hein. Et puis même des fois, je râle, je dis, mais arrête de faire la course en tête, alors qu'il ne peut plus bouger, quoi. Mais je veux que vous sachiez que c'est possible. On a besoin de modèles. Avant de commencer avec mon frère, j'ai pensé à Stephen Hawking. Ce qu'il a fait dans le domaine de la science, c'est possible dans le domaine de l'imaginaire. Ce que je veux qu'on prouve, c'est qu'avec l'aide des autres, parce qu'il y a sa femme, il y a ses filles, il y a les infirmières, avec l'aide des autres, des femmes, on peut dépasser des limites.
il est sous morphine actuellement. Et il y a 2 jours, j'ai reçu un chapitre de lui et je lui ai dit, mais comment tu peux écrire quelque chose de drôle? Il m'a répondu, pourquoi pas? Ça a été une des dernières phrases de ma mère, au téléphone aussi. Elle m'a raconté des souvenirs. Et avant de raccrocher, elle m'a dit, voilà, c'était encore 5 minutes de bonheur. Je veux vous prouver ça. Que rien ne doit arrêter celui qui a envie de créer. Molière est mort en scène. Charles Dickens, après avoir écrit un très beau chapitre. Moi, je voudrais mourir avec mon stylo à la main, tu vois. Et c'est ça que je veux pour mon frère, c'est protéger cette dignité qu'on a, quel que soit son état. La dignité d'être humain. La société, elle veut cacher ça. Elle veut cacher les malades. Elle veut cacher ceux qui souffrent. Elle veut les mettre dans des cases à part. Il y a des gens qui les voient tous les jours. Les infirmières, par exemple. Elles vivent avec eux. Et moi, je suis une aidante par téléphone. Mais ce que je veux prouver, ce qu'il prouve, lui, mon frère, c'est qu'on est humain, quoi qu'il nous arrive. Et moi, j'ai vu faire aussi dans les hôpitaux. J'ai vu les gens traités comme des objets. Et ça, il faut refuser. Quel beau témoignage d'espoir et de bon sens. J'aimerais, Mario, qu'on parle notamment du rapport au classique enseigné à l'école. Est-ce que pour vous, l'éducation nationale a changé par rapport à la littérature à l'école? Est-ce que nos codes ont changé? Est-ce que les adolescents ont changé? Est-ce qu'ils ont besoin d'autres littératures, comme la littérature jeunesse? C'est de plus en plus le cas, mais peut-être avec un petit peu plus de puissance. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Sur quoi? Sur les classiques? Oui, sur les classiques. J'en lis en ce moment. Donc le soir, Pierre me lit à voix haute, parce que j'adore la lecture à voix haute. Je m'endors en écoutant des classiques actuellement. Donc il me lit Lucien Leven de Stendhal, qui est un livre inachevé et mal fagoté. Mais c'est passionnant de regarder justement un livre non abouti d'un auteur de génie. Donc voilà, il me lit ça. Et puis, quand il n'est pas disponible, je lis. Je demande beaucoup de livres lus, hein, tous ceux qui peuvent m'en envoyer, tout ça. Donc, en ce moment, j'écoute Le Neveu de Rameau, voilà, de Diderot. Avant, j'ai écouté lire La prisonnière de Proust, lu par des grands noms, par des grands acteurs. Tout de suite, les noms m'échappent parce que tout m'échappe tout le temps tout de suite, mais c'est pas grave. Lu par des grands acteurs de la comédie française notamment. Ces textes-là, je pense que tout le monde peut les entendre, hein, franchement. Voilà. Bon, ça m'endort, hein. Je m'endors en écoutant Diderot, lu à voix haute comme ça. C'est un grand luxe. Hein. J'ai eu Montaigne aussi comme ça dans les oreilles. Je vais avoir Rousseau dans les oreilles. Bah oui, il y a d'autres façons de faire passer les classiques à l'heure actuelle. Le livre lu est une des façons. Et toutes les formes d'adaptation. Bon, donc les livres abrégés, bien sûr, les bandes dessinées, les films, les podcasts, tout ce que vous voulez. Je veux dire, ces livres, ça résiste hein, quand même. Hein. Pas tous, hein. On a des surprises. Hein. Il y a des livres qui nous sont vraiment tombés des mains. Pierre et moi, on a commencé, puis on s'est dit, non, on ne peut plus ça. Donc, ça dépend quel classique. Tout n'est pas... je veux dire, tout n'a pas résisté au temps. Voilà. Donc... mais il y en a, je veux dire, c'est une nourriture pour les vivants. Voilà, vraiment. Alors, pour les jeunes, comment les faire passer? Je vous dis, il y a toutes les formes d'adaptation, les extraits choisis aussi. Et puis, il y a les gens passionnés.
soyez un lecteur en phase 2, un lecteur de classique. Et soyez un témoin de tout ce que ça vous a apporté. Est-ce qu'actuellement, la littérature à l'école vous satisfait, vous qui parcourez les écoles, alors pas pour l'instant, mais quand ce sera de nouveau le cas, Ouais. est-ce que ça vous satisfait le traitement de la littérature chez les adolescents? Ou le maltraitement. C'est vrai que le cours de français n'est pas toujours ce qui va vous donner envie de lire. On doit quand même l'admettre. Bon, il y a heureusement le CDI, le documentaliste, il y a des choses comme ça. Le prof de français, bon, il y a des gens passionnés, hein, il y a des gens passionnants aussi. Hein. Je ne veux pas du tout critiquer le métier. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne met pas les jeunes dans une vraie situation de lecteur. On ne lit pas sur timbre-poste. Hein. Donc, moi, j'ai vu mes gamins lire des extraits grands comme ça de Chateaubriand. Ils ne savaient pas en quel siècle ça avait été écrit, ils ne savaient rien du bonhomme, ils ne savaient rien d'avant, rien d'après, je veux dire. Et c'était essentiellement pour analyser l'utilisation de l'imparfait dans ce texte. Je ne suis pas sûre que c'est comme ça qu'on va donner le goût de lire. Hein. Bon, bien sûr que on a l'impression que la lecture cursive, c'est-à-dire du début à la fin d'un livre, c'est uniquement pendant les vacances. Que c'est une espèce de loisir, quoi. Alors que c'est le taf à faire. Voilà. Un livre, bah, ça se dégomme comme ça. Donc, même en sautant des passages, même en se disant, bon, c'est un peu nul, je ne finis pas, mais un livre, ça se prend comme ça ne se prend pas sous forme de vignette. Donc, bon, c'est toujours. J'aime l'enseignement du français, j'aime l'enseignement de la littérature, mais c'est parfois prématuré. Et donc, il faudrait peut-être donner plus à lire. Je veux dire, on a l'impression que c'est vraiment de l'homéopathie. Hein. C'est le mal par le mal. Bon, pour lundi, vous me lirez 3 pages. Ben, ça ne sera pas 4. Hein. Donc, comment veux-tu aimer lire dans ce genre de contexte, quoi. C'est pas possible. Alors, après, bon, ben là, j'ai vu, tu vois, mon éditrice, son gamin, qui est en 5e, on lui a donné des livres à lire pour les vacances. Et attends, c'était les mêmes qu'on me donnait. C'est-à-dire que nous avons toujours, dans le policier, nous allons toujours avoir le chien des Baskerville, l'aiguille creuse et, désolé, les 10 petits nègres, parce que même pas avec la version travaillée. Donc, on n'a rien écrit depuis, on n'a rien écrit d'autre. Donc, oui, il y a quelque chose qu'il faudrait un peu bouger dans cette transmission, en fait, là. Alors, bien sûr, je sais, il y a les programmes, les choses à apprendre et tout ça. Je suis OK sur tout ça. Mais moi, je m'aperçois que malgré tout, le collège n'a pas tendance, on va être fini, n'a pas tendance à développer l'envie de lire. Voilà. Et on peut faire d'ailleurs d'excellentes études sans jamais lire, y compris des études de lettres, je l'ai vu. Nous sommes entièrement sur la même lignée. Mais apparemment, rien ne bouge. Donc, c'est plutôt… Je veux dire quoi. Allez, il n'y a personne qui nous écoute. On a un peu un ministre de l'Éducation nationale, ringard. Donc, j'ai l'impression qu'on est gouverné par des vieux. Bon, bref. En fait, j'ai rien contre les vieux en plus. Mais là, je veux dire, là, je le trouve, je me dis, mais je sais pas, offrir les fables de La Fontaine au CM2 en cadeau de vacances, là, il n'y avait rien de mieux. J'aime La Fontaine, mais c'est pas urgent en CM2, par exemple, tu vois, corbeau sur l'arbre perché. On pouvait trouver autre chose, quoi. Mais en fait, il n'a pas l'air d'être au courant. Ce n'est pas le seul. Hein. Ça fait des années que ça dure, hein, pourrait-on dire. Bah, disons qu'il y a même eu une régression. Hein. Je pense qu'il y avait eu une ouverture, parce que moi, j'avais comme 30 ans que je me paye comme ça, donc j'ai quand même vu, quoi. On a eu une ouverture dans les programmes, notamment. Bon, alors les profs, ils se débrouillent, hein, ils arrivent à trouver des thématiques. Il y a une thématique, par exemple, dire l'amour. Alors là, ram, on peut mettre de la littérature jeunesse, quoi. Mais bon, ils bidouillent, hein. Il faut faire gaffe parfois. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais moi, j'ai vu des profs saqués par un inspecteur hein, parce qu'ils utilisaient de la littérature jeunesse en classe. Hein. Donc, il y a des périodes où c'est autorisé, puis après, ça se referme, ça devient un peu un produit de contrebande. En ce moment, j'ai quand même l'impression qu'il y a un retour donc, sur les classiques, mais toujours les mêmes, toujours enseignés de la même façon. Je n'ai pas vu que ça donnait envie de lire. Mathilde, ton micro,
bon. Voilà. Alors moi, c'est juste pour rebondir par rapport à ça. Je ne sais pas si on voit, simple. Si. Alors, mon fils, quand il était en 5e, il y a 2 ans, a eu une prof de français formidable qui leur a fait lire simple, en fait. Donc, il leur a fait lire ce livre et qui leur a demandé d'écrire une petite suite pour ce personnage. Et chaque élève, du coup, a décidé de faire sa petite histoire. Et elle a décidé de le publier dans le petit journal du collège avec l'histoire de chacun. Ils ont eu droit à une petite conférence de presse où chacun en parlait. Wow. Voilà. Ouais, et du coup, c'était une super mise en avant par rapport à ce livre parce que du coup, nous, parents, ça nous a aussi obligés à le lire, à le faire lire aux grands-parents et à tout le monde. Et j'ai trouvé ça formidable et je ne pensais pas d'ailleurs qu'on puisse lire justement de la littérature jeunesse au collège en 5e. Et c'est impressionnant ce que ça leur a ouvert l'esprit vers d'autres lectures, justement, parce que c'est vrai que les classiques les rebutent un peu, ils n'arrivent pas à les lire en entier, ils lisent surtout quelques petits passages. Et là, ils étaient fiers de dire qu'ils avaient pu lire un livre en entier. En entier, ben oui, voilà. Oui. L'exploit. Bon, bah, de fait, là, j'ai sur mon ordinateur, je viens de recevoir des mails de 5e, d'élèves de 5e qui me posent tout un tas de questions. Ils ont fait tout un taf sur ça. Je vais leur répondre par une vidéo parce que c'est le plus vivant. Oui, il y a quand même beaucoup de profs qui utilisent notamment les thématiques possibles pour mettre les jeunes dans une vraie condition de lecteur. Un lecteur, c'est quelqu'un qui ouvre le livre à la première page et qui à la fin est vachement fier et je l'ai lu en entier. Voilà. Merci. Par rapport à vos influences littéraires, Mario, est-ce qu'il y a des auteurs, des autrices qui vous ont marqué ou poussé à écrire et qu'est-ce que vous lisez actuellement? Est-ce que vous restez dans la littérature jeunesse ou au contraire, vous voyez ce que font les autres ou au contraire, vous avez des lectures beaucoup plus poussées comme les classiques? Alors, énormément de presse, comme je vous l'ai dit, donc la lecture quotidienne, en ce moment des classiques, mais c'est en ce moment, hein. Non, c'est par saison, en fait, aussi. Donc, ça peut être beaucoup de choses de psy, ça peut être beaucoup de romans graphiques et de BD, je m'en dégomme régulièrement. Donc, je lis véritablement de tout. Il y a toute une part de lecture professionnelle, hein. Donc là, par exemple, je sais, j'ai des bouquins qui m'attendent, comme un livre sur l'éco-anxiété, qui est une nouvelle phobie, si on peut dire. Là, j'entends des trucs, je me dis, bon, avoir 20 ans en 2020, il y a un bouquin qui vient de sortir, je dis, ouais, généralement, j'envoie un mail à mon éditrice, je dis, celui-là, il me le faut. Alors, des fois, elle me fait, ça y est, je l'ai déjà. Donc, bon, on est très à l'affût de ce qui sort, voilà, donc on se conseille d'ailleurs un peu l'une l'autre. Donc, bon, je lis de tout. Voilà. Pas énormément de jeunesse, j'en lis un peu, mais mon mari en lit beaucoup plus. Il fait de la critique littéraire de livres de jeunesse. Voilà. Pas de vos livres. Si, il fait du népotisme, mais quelque chose de scandaleux. Ça peut être même celui de Moka, qui est ma sœur, de ma nièce, qui est Naïma. Heureusement, elle ne s'appelle pas pareil. Donc, puis des amis, puis des gens qui envoient les livres, de toute façon aussi. Et bon, il ne le fera que s'il a une certaine conviction par rapport aux livres, bien évidemment. Et par rapport à vos influences littéraires? Influence littéraire, là en ce moment, heureusement que je me suis avalé tout ce qui peut se faire en roman policier, quoi. Sans arrêt, je repense à toutes les ficelles que j'ai apprises, à toutes les situations qui existent. J'ai une documentation énorme parce que j'ai tous ces romans policiers dans ma bibliothèque, hein. Donc, oui, ça peut constamment, j'ai besoin de cette nourriture. Mais pas que les livres, hein. Ça peut être des films. Voilà, j'ai besoin de nourrir mon imaginaire. Vous avez des J'ai auteurs, pas une source. oui, vous avez des auteurs préférés en policier? Agatha Christie? En policier. Oui, bah voilà, je suis assez basique, hein. Tu vois, le machin suédois bas de plafond, là, ou bas de ciel, et puis avec toujours le psychopathe et les jeunes filles mutilées. Bon, ça va un peu, quoi. Non, j'aime bien le roman à énigme, en fait. Voilà, le bon fonctionnement, quoi. Le truc, tu t'es là à te dire, je vais y arriver. Et puis non, tu n'y arrives pas, en fait, hein. Tu n'auras pas la solution, mais tu vas tourner les pages, quoi. Bon, j'aime bien ce type. C'est un peu un roman un peu challenge, un peu jeu, quoi.
Bon, mais j'ai lu du roman noir, je lis un peu. Bon, voilà, j'ai des préférences. Effectivement, Agatha Christie, j'ai dû la lire 4 fois, l'œuvre entière. Bon, là, j'ai repris un peu du Simon. Bon. Voilà, Marie Higgins Clark, j'adore. Bon, alors évidemment, ils boivent toujours du chardonnay en mangeant des crackers et ils sont habillés en Giorgio Armani, mais bon, après tu t'habitues, quoi. Donc, il y a. Mais eux ne peuvent pas reprendre leur édition pour pouvoir republier. Ils ne peuvent plus. Du moins, Simon et Agatha, sauf qu'on la corrige, elle. Hein, vous avez vu qu'on lui enlève le mot nègre dans Big Nègre. Donc, il y en a qui s'en chargent pour elle. C'est vrai que c'est ça, c'est triste hein, de ne pas pouvoir réécrire. Je suis sûre qu'un mec comme Diderot, par exemple, il aurait repris ses bouquins. Il est tellement vivant quand il écrit que c'est sûr que c'est quelqu'un qui aurait évolué avec son temps. Alors, certainement, il se serait dit, ah non, je ne vais plus dire ça comme ça. Claire ? Bonsoir Marie-Aude, je suis très heureuse de vous rencontrer ce soir, très émue par la rencontre aussi. Et justement, je voulais vous parler d'un roman policier, Le Tueur à la cravate, que j'avais beaucoup aimé. Vous avez écrit, et ce qui m'avait énormément frappé dans ce roman, c'était le journal de bord, le journal de création du roman, qui était à la fin. J'avais trouvé ça passionnant de voir un peu les coulisses de la création de ce roman. Et je voulais savoir si c'était quelque chose que vous envisagiez de refaire, peut-être pour ce nouveau titre-là ou pour d'autres romans. Alors, bon. Oui, j'y ai pensé pour Angie, hein, parce qu'en fait, il s'est construit par mail, beaucoup, donc j'ai gardé les mails. Voilà, donc j'ai les mails de mon frère, j'ai les miens, et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, ça brasse tout, c'est toute la vie en même temps, parce qu'en fait, on a parlé de tout en même temps. Donc, et puis, on voit toutes les intrigues, c'est un peu tous les livres que vous ne lirez pas. Parce qu'effectivement, avec tout ce qu'on s'est dit, il y avait quoi écrire 4 ou 5 romans, en fait. Et donc, on voit bien d'ailleurs dans mon journal de bord qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui tombent, quoi, que j'ai envisagées, qui n'existeront pas ou qui existeront peut-être plus tard dans un autre livre. Mais voilà, c'était pour répondre à la question qu'on me pose tout le temps, mais d'où ça vous vient les idées, quoi. Je me suis dit, mais à chaque fois, je tente une réponse. C'est pas la même d'ailleurs, et en quoi est-ce vrai? Et je me suis dit, bon, là, je vais commencer un journal du jour où je cherche mon idée. Et donc, je vais voir pour moi d'où ça vient, les idées. Alors, c'est vrai pour ce roman, mais ça ne sera pas vrai pour l'autre, parce qu'aucun roman ne fonctionne malheureusement de la même façon. Voilà. Donc, je ne peux pas dire, voilà la recette, c'est comme ça que ça vient et c'est comme ça que ça marche. Non, ça a marché comme ça pour celui-là. Voilà. Mais je pense que pour un apprenti type Christophe, là, ça peut être intéressant de regarder comment un auteur se décourage, rebondit, trouve des choses que les autres lui apportent. Enfin, il verra comment ça fonctionne. Ouais. On n'a pas encore parlé de votre éditrice que vous citez depuis tout à l'heure. Véronique. On peut la nommer peut-être ? Véronique Heitz. Voilà. Alors, ça a longtemps été Geneviève Brisac, hein, que je salue, qui a été quelqu'un qui est formidable, qui a repéré tellement d'auteurs et d'autrices, qui a été tellement généreuse avec eux, tellement généreuse avec moi. Bon, voilà. Salut Geneviève. Et puis, elle est partie de l'école des loisirs. Et ça ne s'est pas très bien passé, ça m'a fait souffrir. Véronique était là, voilà. Et moi, je suis quelqu'un de l'école des loisirs. Donc, je suis restée à l'école des loisirs et j'ai travaillé. Donc, j'ai appris à découvrir Véronique petit à petit. On a voyagé ensemble. On est allé dans des salons du livre, il y a des endroits invraisemblables. On est allé au Mexique ensemble. On est allé en Colombie ensemble. Dans ces endroits-là, vraiment, on découvre la personne. Voilà. Et donc, je l'ai au téléphone plusieurs fois par semaine. Surtout le confinement, c'est merveilleux, hein, parce que là, on s'est encore rapprochés, je veux dire, par téléphone et tout. Et bon, c'est effectivement quelqu'un de précieux. J'ai eu d'autres personnes précieuses, des correctrices notamment. Maintenant, j'ai aussi un monsieur Henri qui est mon correcteur. Je les aime énormément. Hein. J'ai une correctrice à virgule en ce moment qui me fatigue, mais elle me fait réfléchir sur l'art et la manière d'utiliser la virgule. Des fois, on proteste, Véronique et moi. Mais bon, ce sont des gens qui ont parfois des tocs, mais surtout beaucoup de connaissances et un amour de la langue. Et ce qui est merveilleux, j'ai eu une Sophie à un moment qui, mais elle me connaissait, quoi. Et donc, elle travaillait dans le sens de mon texte.
C'est pas quelqu'un qui vient vous dire à ta place, j'aurais fait. Et jamais ça. Elle se met jamais à la place de l'auteur. Elle se met dans mon texte pour améliorer mon texte. Et ça a énormément fait pour m'aider à abaisser mes défenses. Parce que comme tous les auteurs, je suis à vif. Les remarques, on les prend parfois comme des critiques et tout de suite comme des souffrances. On est très vite sur la défensive, etc. Et justement, des correcteurs et des correctrices, des éditeurs, des éditrices de cette envergure, de cette nature, de cette sensibilité-là, ils vous aident énormément à arrêter d'être sur la défensive. Ils ne vous veulent pas de mal, en fait. Ils veulent le meilleur pour ton texte. Donc, ils travaillent avec toi. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Non. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne cherchent pas à te nuire. Voilà. Donc, trouver des gens de cette qualité-là, et j'en ai eu sur mon chemin, bah, c'est formidable. Un correcteur, ce n'est pas quelqu'un qui vous rajoute un S, hein, même si là, effectivement, à 80, il en fallait un. On s'est regardé, Véronique et moi, par téléphone, on s'est dit, oups, voilà, merci la correctrice. Et donc, bon, c'est juste ça, quoi, mais c'est pas ça, un vrai correcteur, une vraie correctrice. Monsieur Henry, il a été inestimable pour Olivier, parce qu'il a râlé à la fin, parce qu'il avait une frustration de lecteur. Et c'est ça, c'est bon d'avoir des gens qui vous lisent avant la publication et qui vous expriment ce qu'ils ressentent comme lecteur. Et il a dit, bon, bah, ok, pour l'intrigue policière, ouais, c'est réglé. Mais enfin, pour Alice, la pauvre, on ne sait pas, et puis ci, et puis ça. Puis je me suis dit, mais il a raison, monsieur Henry. Il faut que je laisse une fin ouverte. Et puis surtout, il faut qu'on continue, mon frère et moi. Donc, s'il y a un deuxième roman, monsieur Henry, on te le doit. Un correcteur. C'est rare les auteurs qui citent les correcteurs. Alors, bravo Marie-Aude, parce qu'ils sont bien rares. Et Véronique, d'ailleurs, je viens de voir qui est parmi nous. Hein. Super. Voilà, donc justement par rapport à ça, par rapport à votre travail toutes les deux, après toutes ces années d'écriture, après tous ces romans, vous avez publié plus de 90, je crois. Quels sont vos rapports encore d'écriture par rapport à votre éditrice? Est-ce que véritablement elle vous accompagne totalement dans le texte en faisant énormément de corrections, ou au contraire, après toute cette expérience, elle vous laisse plutôt libre par rapport à votre écriture? Libre, bien sûr. Mais bon, là, c'est particulier parce que je lui envoie même en cours d'écriture, ce que je n'ai jamais fait. J'ai toujours préservé mon livre jusqu'au bout, mon manuscrit jusqu'au bout, mais ce qui fait que je flippais encore plus au moment de la remise, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un d'assuré. Donc, j'ai toujours peur que ça ne convienne pas, que ce ne soit pas ça, etc. Et donc, je prenais un gros risque en ne remettant que le produit fini. Mais là, j'en prends un autre qui est terrible, qui est de me faire casser en route, quoi. Et donc, mais ça, Véronique, elle le sait, donc elle n'a pas me casser, bien sûr. Mais elle est, bon, c'est quelqu'un qui, au contraire, vous assure, mais vous assure aussi du fait que s'il y a un problème, elle vous le dira. Alors, la même chose, elle ne va pas me dire à ta place, non, mais à sa place de lectrice, elle va me dire, là, il me semble que, tu vois, le personnage, j'aurais bien aimé, on va parler de ressenti, c'est son ressenti, mais c'est aussi son expérience de lectrice qui m'est précieuse. Parce que, comme je le dis toujours, je ne suis pas ma lectrice. Je ne peux pas me lire. Si on pouvait réellement se lire, croyez-vous qu'il y a des gens qui me confient des manuscrits, mais même des gens chevronnés qui me confient des manuscrits avec un air de satisfaction, puis tu lis, puis tu dis, mais ils ne se sont pas lus, parce qu'ils se seraient aperçus que c'était nul. Donc, en fait, les gens s'aveuglent. Dès que tu écris, tu te crèves les yeux. Tu es trop content. C'est l'enfant qui a fait caca dans son pot. Oh, trop content. Donc, s'il n'y a pas en face de toi quelqu'un qui va t'aider à lire ce que tu as écrit, tu vas publier de la merde. C'est le reproche que je fais à l'autopublication, à l'auto-édition. C'est qu'il va manquer, à moins qu'on se fournisse en lecteur critique, hein, mais il va manquer tous ces barrages. Ça ne peut pas passer de mon cahier au bouquin, ce n'est pas possible. Il va falloir qu'il y ait tous ces gens qui vont faire « Oh, oh, stop !»
Et donc, bon, je reprends. Et après, bien sûr, c'est quelque chose que j'intègre, évidemment, qu'il faut retravailler et retravailler. Un texte, voilà, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, gna gna gna. Ben, il avait raison, Boileau. C'est comme ça que ça fait. C'est comme ça que ça se fait. Va voir les brouillons des grands écrivains. La rature, comme disent les profs, trop contents de le montrer aux gamins. Ils sont contents quand je leur montre mon cahier. Regardez, elle fait beaucoup de ratures. Ils sont contents. Et ben, je peux vous lire. Je peux les léguer à la postérité, mes cahiers. Ça, c'est vrai. Ils sont raturés. Et ça ne suffit pas. Je veux dire, sur un écran, sur l'ordinateur, il y a la V1, la V2, la V3. Ma fille, elle vient de le voir. Là, ça ne va pas sortir comme ça. Ça ne va pas être tout bon tout de suite, ma chérie. Non. Mais elle le sait. Bon, mais voilà, mais on le sait, mais en tant qu'écrivain, c'est parfois dur à admettre. On en souffre encore de s'apercevoir que avec toute l'expérience qu'on a, voilà, avec tes 90 bouquins, etc., mais tu peux encore te planter, quoi. Sur un personnage, sur une trame, mais sur le livre entier, tu peux encore te planter. Et je compte, bien évidemment, sur l'éditeur, sur l'éditrice, sur Véronique. Oh on va se relire. Donc, voilà. C'est dangereux, les liens d'amitié dans la profession. Il faut que je puisse compter sur le fait que quand elle me relit, c'est pas ma copine, mais c'est la meilleure amie de mon texte. Et si elle voit que ça va pas, elle va me le dire. Et je pense pas que ça va nuire à notre amitié. Plein de lucidité. J'avais peut-être une dernière question, Marie-Aude, par rapport au fait que c'est la traduction ce soir, il n'y a que des femmes. Est-ce que véritablement la littérature jeunesse… Anthony, tu te sens seule peut-être. Un petit peu, mais ça ne me gêne pas. Il y avait Christophe. Hein. Oui, mais je crois qu'il était une fille. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que les papas, les pères ne lisent pas pour leurs enfants? Est-ce qu'ils ne s'intéressent pas à la littérature jeunesse? C'est un problème. J'ai l'impression qu'on ne cite pas forcément souvent, mais j'ai l'impression que seules les mères s'occupent des lectures de leurs enfants. Est-ce que je me trompe? Bon, moi, j'en croise. Hein. Moi, j'en croise des papas qui lisent à leurs enfants. Je croise des lecteurs hommes. Je croise des ados qui lisent. Il y en a. C'est pas bon. C'est vrai que bon, majoritairement, tout ce qui est de l'ordre du care et du bien-être en général, c'est-à-dire aussi de la transmission de la culture, les femmes en font une grosse part. Ça, on ne va pas se le cacher, ça se voit. Bon, qui est là donc, alors, est-ce que c'est parce que c'est pour les enfants qu'il y aura plus de femmes? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a plus de… Dans toutes les professions, oui, on s'occupe des enfants, bien sûr qu'il y a une majorité de femmes. Dans toutes les professions où on est au service, il y a aussi beaucoup de femmes. Alors, je râlais. Bon, je ne veux pas être méchante. Faut me prendre là où je suis tout de suite. Hein. Alors, vous me prenez comme ça, et puis c'est tout. Bon, voilà, hier, je discutais avec mon mari, je disais, mais putain, mais si on se débarrassait de tous les mecs entre 15 et 40 ans, mais franchement, on a la paix, quoi. Et la paix, okay, je suis désolée, mais attends, c'est en ce moment, je m'en paye tellement des trucs. Je lis des trucs sur la drogue, des trucs sur la prostitution, je lis sur la traite des êtres humains, sur la traite des organes, sur la vente des embryons. Mais qu'est-ce qui est derrière? Les hommes jeunes. Bon, tu as quelques vieillards voilà, qui gardent les manettes, hein, y compris au pouvoir. Alors, bon, pourquoi c'est comme ça? J'ai fait un roman terrible qui s'appelle Rendez-vous avec Monsieur X. C'est un roman avec Neil Saza. C'est le dernier que j'ai écrit. Et dans ce roman, il y a une femme qui est une scientifique, donc, qui clone des embryons dans son laboratoire. Elle est chargée donc de la PMA, donc d'aider des femmes qui veulent avoir des enfants par procréation médicale assistée. Mais ce qu'elle fait dans son laboratoire et qu'elle cache aux gens, c'est qu'en fait, elle clone tous les embryons féminins et elle détruit tout ce qui est masculin. Et en fait, son ambition, voilà, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus que des femmes qui soient mises au monde. Et il y a un grand réquisitoire dans Rendez-vous avec Monsieur X.
Et elle dit, en face de Niels, elle dit tout ce que font les hommes dans la tranche d'âge que je viens d'indiquer. Les violeurs, les assassins, les mafieux, et elle fait une espèce de réquisitoire. Et Niels, il s'en prend plein la tronche. Là, mais en fait, dans ce roman, il y a un moment de revirement où en fait, cette femme qui veut purger l'humanité de cette partie, elle va s'associer au pire, c'est-à-dire un homme effectivement d'une trentaine d'années qui est un bandit et qui va l'aider à faire son projet. Ce qui fait qu'elle va s'associer à un monstre. Et je cite la phrase de Pascal que j'aime beaucoup, que j'avais affichée sur mon bureau quand j'avais 14-15 ans. Donc je pense que ça disait déjà quelque chose pour moi. Et cette phrase dit que qui veut faire l'ange fait la bête. Voilà. Et la phrase commence, l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. C'était un peu ce que je vous disais tout à l'heure du fait que nous sommes ombre et lumière, que nous sommes toutes choses et son contraire. Donc cette part d'humanité sur laquelle contre laquelle je me révoltais hier, après avoir vu des reportages, après avoir vu des choses, avoir lu un grand article dans Le Monde sur les narcos, etc. J'ai eu ce cri là, je me dis mais est-ce que c'est pas eux qui détruisent notre humanité, quoi? Mais ils ont bien été éduqués par des femmes, ces hommes. Ils ont aussi été portés par nous. Alors, ils font partie, ils sont une part de notre humanité. Est-ce qu'on peut s'en purger de ça? Je disais l'autre jour quelqu'un qui disait que c'était un démographe qui disait que les démocraties, on a plus de chances d'avoir une démocratie. Non, plus un pays vieillit et plus on a de chances que ça devienne une démocratie. Donc il y a quelque chose. Et alors, est-ce que plus il y aurait de femmes, ça serait la même chose? J'en sais rien. Je dis des choses abominables. Hein, mais c'est juste que je ressentais ça tellement fort. Mais je me suis dit, mais il y en a marre, quoi. Mais en fait, j'ai lu aussi un très beau poème de mon grand-père en 14-18, en 1915, et où il crie effectivement ça, et il dit que les hommes sont en train de faire souffrir les femmes, les mères, les fiancées, les épouses. Et il dit, en votre nom à toutes, vous les gouvernants, je ne sais plus comment il trouve ça, je vous nomme assassin. Un jeune homme hein, en 1915, prenant la parole au nom des femmes et disant que ceux qui ont envoyé tous ces jeunes à la boucherie, ce sont des assassins. Je ne sais pas si c'est exactement raccord avec ce que je viens de dire. Je pense encore à un autre truc, c'est des tas de choses qui me zappent tout le temps, mais je pensais à mon père. Mon père, il disait que c'était les vieux qu'il fallait envoyer à la guerre. Bon, parce qu'ils n'ont plus beaucoup à vivre. Hein. Et donc, c'est les jeunes qu'il faut protéger à l'arrière, alors qu'on fait l'inverse. Il disait, si quelqu'un doit monter sur une barricade, c'est un vieux. Très bien. Ouais. Je pensais que vous alliez attaquer les académiciens, les vieux académiciens qui distribuent. Oui, mais est-ce qu'ils monteraient sur une barricade? Et ils monteraient peut-être sur une barricade pour défendre la langue française, c'est tout. Bon. Je dis les choses quand même viennent. Hein. S'il y a des chevaliers blancs à l'écoute, là, il y aura sûrement des choses pas politiquement correctes dans tout ça. Mais je suis quelqu'un du moment. Hein. Donc ça, en ce moment, c'est des choses qui me troublent énormément. Voilà. C'est bien résumé. Vous êtes quelqu'un du moment, c'est vrai. C'est vrai. C'est assez terrifiant pour moi aussi, mais bon, c'est comme ça. Marie-Aude, on va vous libérer. On va d'abord faire une petite photo de groupe. On a pour habitude de faire une photo de groupe. Ah bon, ça existe, donc, même comme ça oui, bien sûr, bien sûr. Donc, préparez-vous tout le monde. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. D'accord, ok. 3, 2, 1. C'est bon, super. Merci Marie-Aude pour ce moment. Embrassez votre frère pour nous également. Merci et Anthony. Nous espérons que ce prochain roman soit merveilleux. En tout cas, dans la façon d'écrire, il l'est clairement. Alors, merci infiniment Marie-Aude pour ce temps que vous nous avez consacré. Et puis, on va passer à Marie de Pléchin. Embrassez-la, embrassez-la. Elle est là, elle est là. Elle est là déjà, Marie. Elle est là. Okay.
Merci beaucoup, Marie-Aude. Ciao, ciao. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.